Eh bien, nous allons accueillir avec grand plaisir Julien Kilikini pour terminer cette matinée, je pense, de façon très intéressante. Merci Julien d'avoir accepté cette invitation. Donc, Julien Kilikini est chirurgien plastique avec une activité essentiellement donc au centre hospitalier d'Aulnay et sur le CHU donc de HUPSSD Hôpital Avicenne. Et il développe sur le centre d'impression 3D de la PHP un projet très intéressant. Merci, merci Julien. Merci, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les membres de l'Académie, mes chers collègues. Je tiens d'abord à remercier le professeur Franco et le professeur Martineau pour cette invitation et cette opportunité pour moi de vous parler de l'impression 3D en chirurgie et pourquoi ça va changer nos pratiques et comment nous, chirurgiens, on doit se positionner. Alors, si on en parle, c'est parce que c'est un marché majeur, c'est un marché en croissance exponentielle dans le monde, et le poids de cette industrie dans ce sous-groupe biomédical, c'est plus de 3 milliards d'euros. Depuis les 5 dernières années, un grand nombre d'hôpitaux, de CHU dans le monde se sont équipés de centres dédiés d'impression 3D dans leur centre pour faire des impressions donc au plus proche du patient. Et donc c'est pour ça que cette technique n'est plus le gadget, mais c'est un véritable outil clinique. C'est les industriels qui ont aussi poussé ça dans nos centres. Et c'est pour ça que c'est important pour nous, chirurgiens, de garder le contrôle et de comprendre comment utiliser cet outil et comment en garder le contrôle clinique. Alors moi, ce que je vous propose, c'est, avant de rentrer un petit peu dans les applications cliniques et de faire un panorama de ce qu'on peut faire et de ce qu'on espère faire avec l'impression 3D, de voir un petit peu aussi ce que c'est, comment ça fonctionne, pour, sans rentrer dans des détails trop techniques, que tout le monde ait un petit peu les bases aussi pour comprendre ces dispositifs et pour pouvoir se les approprier. Alors, l'impression 3D, l'impression additive, qu'est-ce que c'est? C'est de créer un objet physique à partir d'un modèle numérique qui provient, alors, soit d'une numérisation d'un objet, ou soit pour nous, de nos images de scanner. Cet objet il va être imprimé ensuite couche par couche. Et ça, c'est en opposition avec les fabrications soustractives où d'un bloc de matière, on retire, on sculpte pour ne laisser ce qui nous intéresse. Là, c'est l'inverse, on apporte la matière qui nous intéresse. Tout ça, c'est piloté par ordinateur. Et pour ce qui nous concerne le plus fréquemment, les images proviennent donc de nos images d'imagerie, d'ICOM, de scanner ou d'IRM. Et ces images vont être traitées par segmentation. La segmentation, ça va être une étape qui va chercher à contourer, à identifier les images d'intérêt, les zones et les structures d'intérêt, les séparer du reste. Cette segmentation va faire l'objet d'un traitement par maillage, par création d'un volume. Et sur ce volume, on va appliquer un traitement informatique pour créer de multiples petits triangles qui vont former la structure en 3 dimensions. On va créer un fichier informatique et c'est ce fichier qui va être imprimé par les machines. Alors, c'est des technologies qui sont quand même assez anciennes, hein, puisque les premiers brevets, c'est dans les années 80, en France et aux États-Unis, avec un développement de différentes technologies entre les années 90 et 2000. Mais ce qui a finalement rendu la chose grand public, c'est l'explosion. C'est pas vraiment les machines, c'est plutôt le fait que les brevets sont tombés. Quand les brevets sont passés dans le domaine public, eh bien, il y a eu un développement explosif de cette technologie avec aussi en parallèle toute une communauté, la communauté de makers sur Internet qui, chez eux, dans leur garage, ont bricolé, ont fait développer ces technologies, les ont partagées gratuitement avec une démocratisation intense et l'accès à des logiciels open source et à des machines même qu'on pouvait construire soi-même. Donc finalement, c'est pas seulement la technologie qui a avancé, c'est surtout les brevets qui sont tombés dans les années au début des années 2010. Et là, donc, ça a été donc l'adoption de ces techniques dans le grand public et après dans nos hôpitaux. Alors comment ça fonctionne? Euh, on va essayer de voir les grandes techniques d'impression 3D. Il y a beaucoup, beaucoup de techniques qui se mélangent. Il y a quelques grands principes communs. La première technique, la plus connue, celle qui est la plus grand public, c'est la technique FDM, le dépôt de filament fondu.
Une bobine de plastique, généralement, va passer au travers d'une buse qui va le chauffer et venir le déposer dans les différents axes de l'espace, couche par couche précisément. Donc, il faut le visualiser très schématiquement comme le pistolet à colle ultra précis et piloté par ordinateur. Alors, c'est facile, c'est rapide, c'est peu cher, mais c'est généralement peu précis et avec des dispositifs qui sont des fois pas toujours adaptés à nos chirurgies. Une technique ancienne mais qui est très utilisée en chirurgie, c'est la SLA, la stéréolithographie. Là, c'est un bac de résine liquide sur lequel une plateforme va venir plonger et s'appliquer. Et puis, couche par couche, un laser ou une lampe UV, en fonction des techniques, va venir polymériser une première couche de résine. Puis, la plateforme remonte et une deuxième couche est polymérisée. Ainsi de suite, on va avoir là schématiquement ben voilà, une piscine remplie d'une résine liquide avec un laser qui vient sculpter l'image. C'est des techniques qui permettent quelque chose de très très précis. On est dans le micromètre. Euh, on a des résines qui peuvent être stérilisables, qui sont biocompatibles, au prix d'une technologie un peu plus chère et avec des nécessités de post-traitement des dispositifs imprimés. Le frittage de poudre laser, c'est finalement quelque chose d'assez proche, mais là, on remplace le bac de résine par de la poudre. Et là, le laser vient polymériser couche par couche cette poudre. C'est pour faire des structures plus robustes généralement. Et puis, on n'a pas besoin de supporter nos structures lors de la création de ces machines. Autre technologie assez intéressante pour nous dans le contexte chirurgical et médical, c'est les techniques PolyJet. Et là, il faut schématiquement voir ça à peu près comme nos techniques d'impression jet d'encre de nos impressions imprimantes papier. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir utiliser plusieurs matières, plusieurs types de résine, et donc avoir aussi plusieurs couleurs, plusieurs textures dans nos impressions. Et enfin, les impressions métal, où là, c'est un lit de poudre métallique qui va venir être fusionné pour créer les plaques sur mesure, les plaques d'ostéosynthèse, voire les implants sur mesure. Toutes ces techniques vont bien sûr donc des avantages, des inconvénients, et le but c'est de connaître ces techniques pour pouvoir choisir la technique qui est la plus appropriée pour l'usage qu'on veut en faire. Alors, si ça explose, c'est pas une surprise. En fait, c'est parce qu'il y a trois facteurs qui viennent converger. D'abord, la maturité de la technologie. On a maintenant des machines qui sont précises, qui sont fiables et qui ont des applications cliniques certifiées. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point clé, c'est l'effondrement des coûts. Des machines qui pouvaient coûter plus de 200 000 euros il y a très peu de temps, eh ben, on va les trouver avec une qualité semi-professionnelle pour 5 000 euros actuellement. Les logiciels aussi évoluent en technicité. Il y a une grande part de segmentation qui est importante pour vous contourer les images qui nous intéressent. Et ça peut être difficile, compliqué. Maintenant, avec les logiciels, on a des choses quasiment automatisées, open source. Et ça permet donc aussi un accès plus démocratique à cette technologie. Alors maintenant, je vous propose de regarder un petit panorama, en tout cas des techniques actuelles, et vous allez voir que finalement, il y a un continuum assez large de l'impression 3D pour la chirurgie, puisqu'on va pouvoir s'en servir de la consultation au bloc opératoire, jusqu'à la création d'implants, et même aller jusqu'à l'impression de tissus vivants. Ce qui est le plus connu, la première utilisation et la plus classique, c'est l'impression de modèles anatomiques. Et ça, l'intérêt, c'est d'avoir pour le chirurgien l'anatomie spécifique du patient et de la tumeur dans sa main pour essayer de faciliter la visualisation spatiale. Donc on essaie de s'affranchir de ce travail intellectuel de représentation qu'on doit faire sur nos images de scanner et on va avoir dans la main l'anatomie du patient. Alors c'est particulièrement utile pour les anatomies complexes, pour les interventions qui vont impliquer plusieurs chirurgiens, plusieurs spécialités dans des anatomies de confins. Et ça nous permet de tester les stratégies opératoires, d'avoir une meilleure connaissance des rapports de mesure, de longueur, et de préparer au mieux ces interventions pour justement avoir un geste plus rapide, plus précis, moins de complications, et réduire nos temps opératoires. Alors voilà schématiquement comment ça se passe, hein. On a par exemple une masse très étendue, on va la segmenter, ce qui nous permet d'obtenir donc une image avec juste les zones utiles ici, les repères osseux, les repères vasculaires importants et puis la masse tumorale. Et puis ça va être imprimé ultérieurement. Voilà d'autres exemples où on voit les étapes de numérisation, les étapes de segmentation, alors qui peuvent être même quasiment automatisées, hein. Et puis
Cette étape nous permet d'obtenir donc notre modèle volumique 3D. Ce modèle volumique va subir un traitement euh, informatique pour le maillage, puis va passer dans l'imprimante pour réaliser un modèle à la dimension qu'on veut, voire là pour cette trachée mal formée, un modèle à l'échelle qui nous permet même d'envisager les tailles des implants qu'on veut réaliser de manière plus précise. Alors, si ça permet au chirurgien de mieux comprendre son intervention, ça permet aussi au chirurgien de mieux expliquer son intervention et son geste opératoire au patient. Et l'impression 3D est aussi un support pédagogique très puissant pour l'obtention d'un consentement éclairé, vraiment amélioré auprès des patients. Le patient, il va pas facilement lire ou comprendre le scanner, mais il va comprendre l'objet. Et ça va permettre de réduire son anxiété préopératoire, de le faire adhérer à la stratégie thérapeutique et de lui faire comprendre les objectifs et les contraintes qu'on va avoir dans nos interventions. Et ça, c'est un facteur clé pour la participation de nos patients dans les interventions. Et ça peut être donc un outil extrêmement puissant. Il y a beaucoup de littérature qui existe sur ce sujet. L'impression 3D, ça va aussi servir à former les jeunes médecins. Et ça, on a vu que c'est dans les discussions qu'on a eues ce matin quand même quelque chose de clé pour nous. Les modèles anatomiques qu'on a, eh bien, on va pouvoir les imprimer en volume majeur, à bas coût. Et donc, chaque étudiant va pouvoir avoir la partie du squelette qu'il veut étudier dans sa main. C'est des modèles à quelques centimes d'euros ou quelques euros. Donc, on va pouvoir modifier, annoter, découper, recommencer. Et donc, on peut bénéficier d'un catalogue anatomique très large, de l'anatomie normale, d'anatomie malformative, d'anatomie complexe pour que l'étudiant il puisse, de manière multimodale, imprimer l'intervention, interpréter l'anatomie aussi bien par ce qu'il va voir dessiné sur le tableau, le livre, mais aussi tenir l'anatomie sans pour autant éviter le passage aussi au laboratoire d'anatomie. Donc ça nous permet de faciliter et de rajouter des modes sur l'apprentissage en aidant la compréhension spatiale. Si on avance un petit peu dans l'éducation, au niveau après de ce qu'on va amener pour les jeunes chirurgiens, eh ben, ça va permettre aussi à bas coût de répéter un geste. Pour quelques dizaines d'euros, un étudiant d'orthopédie, par exemple, va pouvoir répéter 20 fois ou 30 fois une ostéotomie, ce qu'il ne pourra pas faire sur un sujet anatomique. Donc, ça ne remet pas en question l'intérêt du sujet anatomique, mais ça va permettre de préparer au mieux l'apprentissage du geste vers quelque chose de plus compliqué par la répétition avec des coûts très limités. Et puis, sur des modèles plus compliqués de simulation, on l'a vu même ce matin, on peut avoir des simulations en orthopédie sur les vissés pédiculaires. Ici, on vous montre un modèle de simulation de rhinoplastie actuellement développé sur la plateforme d'impression 3D de l'AP et dans le service. On a des impressions aussi qui ont été réalisées pour des modèles sur la chirurgie autologique ou endonarinaire. Donc tout ça, ça peut même arriver sur des modèles de simulation beaucoup plus complexes que le simple modèle anatomique. Si on arrive à se préparer avant l'intervention, eh bien, l'impression 3D va nous permettre aussi de poursuivre, de transposer notre planning opératoire dans le opératoire. Et ça, c'est la place de la chirurgie guidée et des guides sur mesure. Le concept, c'est de créer un guide qui est patient spécifique, qui va nous permettre d'anticiper notre geste opératoire, notamment sur les coupes et les ostéotomies, avec un dispositif qui est biocompatible, qui est à l'anatomie du patient, qui va venir quasiment se clipser sur son anatomie et qui va nous permettre d'obtenir une précision millimétrique de notre geste. Là aussi, le but, c'est de faire du temps opératoire quelque chose de gain de temps opératoire, puisque finalement, notre planification préopératoire, elle va permettre d'être pas ajustée, mais exécutée lors de l'intervention. Alors, c'est bien sûr principalement pour la chirurgie osseuse, donc en orthopédie, en chirurgie crânio-maxillofaciale, en chirurgie de la base du crâne ou en chirurgie neurologique avec des guides de forage. Là maintenant, les anatomies les plus complexes peuvent être guidées, et donc le guide est de plus en plus utile. C'est quelque chose qui est vraiment de la pratique clinique assez courante hein, à l'heure actuelle. Là, je vous montre un exemple de reconstruction maxillomandibulaire avec un lambeau libre de péroné. C'est une anatomie en 3 dimensions dans plusieurs plans de l'espace avec un impact
fonctionnelle et morphologique pour le patient, eh bien là, on va pouvoir en préopératoire décider des endroits où on va réaliser nos ostéotomies sur le péroné pour avoir les angles qu'on veut, la projection qu'on veut. Et le moment où on est au bloc opératoire, on applique notre guide, on applique notre planification et on peut se retrouver sur un geste qui est verrouillé par cette planification. Ça existe bien sûr aussi en chirurgie orthopédique, là un exemple sur une chirurgie de l'avant-bras, mais sur la chirurgie osseuse, c'est vraiment quelque chose qui est devenu assez classique en pratique courante actuellement. Eh bien, l'étape naturelle après ces guides sur mesure, c'est l'implant sur mesure, hein. Si on a une anatomie qui est propre au patient, pourquoi on n'aurait pas un implant qui est propre aussi au patient? Alors, ne nous trompons pas, hein, dans 90% des cas, les implants standards vont convenir à nos patients, mais dans certaines anatomies extrêmement complexes, les implants standards ne conviennent pas, n'existent pas, et on sera content d'avoir des implants sur mesure imprimés en 3D pour avoir une adaptation parfaite, réduire encore les temps opératoires. Et puis, euh, une adaptation parfaite, ça réduit aussi les complications mécaniques et donc ça améliore les suites et la fonctionnalité. Alors, ça existe à l'heure actuelle principalement en chirurgie maxillofaciale sur des implants de petite taille qui sont imprimés en 3D. Sur la chirurgie osseuse orthopédique, c'est sur des reconstructions complexes quand on sort de l'anatomie classique ou alors sur les résections tumorales où il n'existe pas d'implant adapté, donc on est sur du sur-mesure. Et ces pièces peuvent être imprimées en 3D sur du titane de grade médical. Puis vous voyez qu'on évolue graduellement. Et puis si on peut imprimer du plastique, est-ce qu'on peut imprimer du tissu vivant? Et c'est le thème de la bioimpression. Alors dans cette thématique, avant d'imprimer du tissu vivant, on a d'abord appris à imprimer des supports à ce tissu vivant. Et ça, c'est le concept des échafaudages tissulaires, tissu scaffold en anglais, où là, le concept, c'est d'imprimer donc un support qui est biocompatible, qui va être résorbable, qui est poreux pour être colonisé par les tissus du patient et à terme être remplacé par les tissus du patient. Ces échafaudages tissulaires, ils sont imprimés dans différents matériaux qui sont plus ou moins rigides, plus ou moins souples ou d'un mix des deux pour s'adapter à l'anatomie et à nos objectifs. Et puis, ils vont être soit ensemencés de tissus, soit on va apporter des tissus à proximité qui vont le coloniser, plus ou moins associés à des facteurs bioréactifs pour permettre la vascularisation, pour permettre la différenciation cellulaire, comme les hydrogels. On a aussi des échafaudages qui sont non résorbables, comme des échafaudages de titane, qui vont être colonisés par du tissu osseux, sans pour autant être résorbés, mais pour permettre une intégration, une biointégration plus longue et plus fiable. Alors, ces échafaudages tissulaires, c'est pas de la pratique courante, mais on est déjà plus trop à la recherche, on est un petit peu à cheval entre les deux. Et puis l'étape d'après, c'est les impressions vraiment de tissus vivants, où là, on est dans la même technologie que l'impression additive, hein. On va déposer couche par couche du tissu, mais pas du plastique, mais du tissu vivant. C'est généralement donc ce qu'on appelle de la bio-encre. C'est généralement un gel, un hydrogel, qui va contenir des cellules vivantes, plus ou moins associées, avec des facteurs réactifs pour la vascularisation, la différenciation ou pour faciliter la colonisation. Alors, à ce titre-là, on est beaucoup plus dans la recherche que dans la pratique clinique. Et la difficulté, c'est d'imprimer du volume. On sait imprimer quelques couches de 300 à 500 microns, mais on n'arrive pas à imprimer des épaisseurs plus importantes parce que là, il y a un problème de vascularisation. Et là, on n'arrivera pas pour l'instant, en tout cas, c'est la recherche, à imprimer de l'organe revascularisé. Alors voilà quelques exemples, hein. Ça, c'est un exemple français sur un sujet qui me tient à cœur de reconstruction mammaire après cancer, avec une prothèse en échafaudage tissulaire résorbable biocompatible qui va être implantée. Il y a quelques cas qui ont été faits, c'est encore à l'état d'étude. Leur concept en tout cas, c'est de mettre dans cette cage un lambeau graisseux vascularisé qui va venir progressivement coloniser et remplacer cet échafaudage tissulaire qui va disparaître pour recréer le volume mammaire.
Alors là, c'est un exemple en reconstruction mammaire, mais il y a une autre entreprise, notamment lyonnaise, là, IlShape, qui fait un peu le même concept, avec une impression 3D d'un support qui est là, pour le coup, quelque chose de souple, qui n'est pas creux, mais qui est aussi poreux, dans lequel, dans leur concept, on injecte de la graisse autologue aux patientes, là encore, pour venir coloniser ce maillage et le remplacer à terme quand il va se résorber. En dehors du sein, on a d'autres applications, hein. Une des applications qui a fait un peu parler d'elle dans les journaux, c'est des reconstructions d'oreilles, notamment pour des reconstructions de microties congénitales, avec eh ben, voilà, un échafaudage tissulaire qui va être colonisé par du chondrocyte. Après ce panorama, pour finir, j'aimerais vous parler donc des limites, hein, et des enjeux futurs pour l'impression 3D. Tout n'est pas rose, évidemment, et il va falloir, nous chirurgiens, être vigilants sur plusieurs points et on va avoir plusieurs défis dans les années à venir pour l'impression 3D. Le premier défi, ça va être la réglementation. Là, les freins, finalement, pour les hôpitaux, ils vont plus être technologiques, mais ils vont plutôt être réglementaires. Et depuis 2021, il y a une nouvelle réglementation européenne qui est arrivée. Avant, très schématiquement, un médecin pouvait être concepteur d'un dispositif médical implantable sur mesure et s'affranchir du marquage CE sur certains critères. Ben, ces critères, maintenant, ils sont devenus extrêmement stricts. Ils existent encore, mais dans la plupart des cas, si on veut implanter un dispositif sur mesure, eh ben, on doit assumer le rôle du fabricant avec toutes les contraintes réglementaires et la charge documentaire lourde qui va avec. Et donc, ça, c'est une réglementation qui est plutôt adaptée pour les industriels, mais qui est un petit peu en inadéquation avec la clinique. Euh, on ne peut pas parler d'innovation, de médecine, de chirurgie, surtout à l'heure actuelle, sans parler des enjeux économiques. On gagne du temps, on gagne de la technologie, on améliore nos résultats, mais il n'y a pas de modèle économique clair encore. Toute cette activité, elle n'est pas valorisée, il n'y a pas de code HSM, il n'y a pas de séjour valorisé. Même pour nos industriels qui nous soutiennent, le modèle économique, même s'il est en progression, eh ben, il n'est pas clair pour eux non plus. Et à l'heure actuelle, pour nos centres hospitaliers, eh ben, c'est un centre de coût, l'impression 3D, c'est pas un centre de revenus. Sans compter le temps médical pris pour la segmentation et la planification. Donc là aussi, ça va être un défi majeur pour le futur, de trouver un mode de valorisation de cette impression 3D. Un autre point important, ça va être la dépendance technologique, et ça, c'est pas propre à l'impression 3D, mais c'est propre à toutes les innovations en chirurgie et en règle générale. Dès qu'il y a une innovation, eh bien, on va perdre un savoir-faire technique avec. Et il faut qu'on fasse attention, nous chirurgiens, et l'outil doit être à notre service et pas l'inverse. C'est très bien d'avoir de la chirurgie guidée, mais qu'est-ce qu'on fait quand la chirurgie ne peut pas être guidée ou quand, pendant l'intervention, eh bien, on a des surprises et on doit sortir du guide. Donc, quand on a appris sans guide, ben, généralement, on sait faire, mais quand on a appris avec le guide toujours à portée de main, eh ben, on peut des fois ne plus savoir faire et on peut perdre l'adaptabilité opératoire et on peut perdre aussi la créativité. Et je crois qu'en tant que chirurgien, c'est primordial pour nous de savoir faire face à l'imprévu. Et malheureusement, quand tout est prévu à l'avance avec notre guide, notre planification, on peut se retrouver à désapprendre, à gérer l'imprévu. Ça, c'est probablement quelque chose de très dangereux pour nous les chirurgiens. Donc, il faut qu'on reste très vigilant là-dedans. Pour la simulation, ben, c'est très bien. On veut tout simuler, on veut tout faire en simulation au préalable, mais il faut qu'on soit vigilant sur nos capacités aussi à accéder toujours à l'anatomie, au laboratoire d'anatomie, et tout ne peut pas se traiter avec une machine. La machine est bien pour simuler une autre machine faite par l'homme, mais on a besoin aussi d'accéder au tissu vivant. Il ne faut pas oublier non plus que la formation de nos chirurgiens elle se fait au bloc opératoire. Et il va pas falloir sortir trop du bloc opératoire pour se former, mais continuer à se former par compagnonnage au bloc opératoire. Et le dernier point, c'est les perspectives futures avec quatre défis. Bah, l'intégration de tout cela dans nos structures hospitalières, avec probablement le besoin d'avoir dans les centres hospitaliers des unités proches du patient pour réaliser de l'impression 3D. Et ça, le défi, ça va être eh ben, les critères de qualité, comme le bloc, comme la stérilisation, pour savoir qui fait, qui produit, qui contrôle, qui est responsable. Un défi de ressources humaines, il va falloir créer de nouvelles compétences
peut-être des nouveaux métiers, ingénieur en formation additive, chirurgien concepteur. Et là, le défi, ça va être avoir des compétences non seulement chirurgicales, mais aussi digitales. Le prochain défi, c'est les logiciels. On a vu que la segmentation, c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps, qui prenait beaucoup de temps, mais ça en prend de moins en moins avec l'IA, notamment, qui vient faire des segmentations quasiment automatisées. Et ça, le défi pour nous, ça va être toujours en contrôle, c'est-à-dire accélérer, certes, mais garder le contrôle clinique et chirurgical. Et le dernier défi, c'est la réglementation et les responsabilités. Il va falloir, bien sûr, cadrer cette technologie, mais sans freiner l'innovation. Et je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors là, s'il y en a une qui est didactique, c'est bien celle-là, hein. Je crois que tu as quand même passé à peu près tous les domaines. Voilà, c'est vrai qu'au début, alors bon, on va pas rebalayer tous ces 6 applications, tous ces 6 thèmes, un grand thème, mais simplement, c'est vrai que tu l'as dit au début, moi j'avais l'impression que c'était un gadget, jusqu'au jour où je t'ai demandé, dans un dossier très difficile qu'on discutait avec un centre de province, où on savait pas vraiment, hein, avec une anatomie quasiment jamais vue, nombreuses malformations, ce qu'il fallait faire. Et rien que le fait d'imprimer, eh ben, à clarifier, c'est assez incroyable, hein, la discussion. Après, bon, toutes les discussions, et en particulier les souvenirs, euh, comment dire, les ouvertures pour demain, elles sont, à la fois, il faut avancer, mais c'est vrai qu'il faut toujours faut faire attention parce qu'aujourd'hui, on n'enseigne plus l'anatomie. Quasiment, on va de moins en moins au bloc. Les internes vont de moins en moins au bloc. À un moment, c'est vrai que c'est bien et bravo pour cette dimension un peu philosophique. À un moment, il faut aussi toujours arriver à prendre du contrôle et un peu de distance par rapport à l'innovation. Voilà. Est-ce qu'il y a juste des remarques, hein. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Hubert Joannet. Bon, félicitations parce qu'on voit l'avenir qui se dessine un peu quand même, parce que pour nous, ça va être un peu, comme tu disais, un gadget. Et bon. Et en fait, comme on va vers une médecine de plus en plus personnalisée, on comprend plus très bien le concept des prothèses fabriquées à la chaîne par une société. Ça va devenir de plus en plus individualisé. Là, on a reçu là, dernièrement les chirurgiens du membre supérieur qui sont amenés à poser des petites prothèses, chirurgiens orthopédiques, qui sont très très inquiets parce que comme ce sont des niches, eh ben, les sociétés ne veulent plus commercialiser parce que les marges sont insuffisantes, etc. Et on imagine que, alors en dehors des problèmes réglementaires hein, que vous avez évoqués, qui ne sont pas réglés d'ailleurs, ça sera l'avenir peut-être de ces prothèses. Enfin, moi je ne suis pas du tout orthopédiste, mais on se dit, est-ce que c'est pas ça l'avenir, quoi, c'est la question. Alors, c'est difficile, hein. Le marché, il est à la fois en expansion, en explosion, mais l'équilibre, il n'est pas encore trouvé. Euh, pour les grandes prothèses, alors je suis pas orthopédiste non plus, mais j'ai l'impression quand même que la prothèse standardisée, elle reste quand même, elle répond à la majorité des problèmes. Après, il y a les patients qui sont en bout de courbe de Gauss, qui ont des anatomies particulières, et là, il faut leur proposer quelque chose de personnalisé. Et puis après, il y a toutes les prothèses un peu rares, un peu petites, où là, les industriels, ils peuvent aussi être embêtés à les produire parce que, en fait, leur chaîne de production, elle va coûter trop cher et ils n'ont pas envie de les produire. Et ça, l'impression 3D, elle peut résoudre en fait des problèmes de coût sur la technologie pour imprimer des choses individuelles à bas coût. Voilà. Oui, il y a deux problèmes là, ce que vous soulevez. Euh, pour l'instant, les histoires du membre supérieur et des petites prothèses, c'est surtout parce que la réglementation est absolument intolérable. C'est-à-dire qu'il faut investir tellement d'argent pour prouver qu'un petit machin qui va être vendu à 50 exemplaires en France, donc c'est ça, c'est une réglementation complètement inepte. Bon. Alors sur l'autre aspect qui est plus biologique et en tant que spécialiste des biomatériaux, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Il y a le produit, c'est-à-dire que c'est très très bien de faire des formes adaptées à l'anatomie, c'est très très bien, mais est-ce que le produit va avoir la même tolérance, les mêmes capacités? Je pensais à ça dans votre exemple de sein. Pardon, on sait très bien que c'est le silicone qui était le problème, quoi. Il y a tout un drame autour du... Mais enfin, le silicone, c'est un produit très mal toléré. Bon, alors quelle est la nature du produit ainsi imprimé en 3D? Et ça, c'est très très important. Est-ce qu'il est vraiment biocompatible? Est-ce qu'il est résistant?
Est-ce qu'il va supporter, enfin, comment se comporte-t-il avec les cellules? Enfin, alors, je pense qu'il y aura des progrès là-dessus, qu'on va y arriver. Mais il y a un petit différentiel entre la capacité de faire un matériau avec une forme particulière, mais dans un plastique qui n'est pas forcément tellement bien toléré, quoi. Et puis, par ailleurs, la résistance exigée. Je vous dis ça parce que je travaille, moi, en ce moment, sur une prothèse du genou en céramique, et on me propose de faire la céramique en impression 3D. Et quand on voit la complexité des mélanges, enfin des produits qu'il faut mettre avec la céramique pour finalement obtenir quelque chose en impression 3D, on se dit, mais attendez, c'est dangereux parce que ça va pas avoir ni la même résistance mécanique, ni la même résistance ou tenue biologique. Alors, je ne dis pas qu'on va pas y arriver un jour, hein. Sérieusement, on va y arriver, mais il y a peut-être encore quelques années, peut-être dizaines d'années d'études. Voilà. Bon, à part ça, c'est évidemment très, très tentant, hein. Tout ça, c'est très tentant, mais c'est plus. Alors, par contre, moi, je travaille avec, hein, mais pour faire des modèles, alors là, en plastique, facile, qu'on peut dire Prototypage. utiliser au bloc opératoire, des fantômes, mais certainement pas les prothèses définitives, quoi. Ouais, alors totalement, hein. Voilà, il faut faire très attention justement pour pas revenir dans le gadget. C'est pas une solution pour tout. Quand on imprime couche par couche, la tenue mécanique n'est pas la même aussi de quelque chose qui est fondu dans un moule où il y a une cohésivité meilleure. L'impression 3D, elle va certainement pas répondre, en tout cas à court terme, à des problématiques qu'on a actuelles. D'ailleurs, c'est pas le problème de nos implants. Pour ce qui est de la biocompatibilité, alors là, on est plutôt dans les échafaudages tissulaires résorbables. C'est en fait, des plastiques qui sont déjà utilisés hein, dans nos prothèses, dans nos fils de suture. Donc, on a une très bonne tolérance et une très bonne résorption. Mais là, c'est des choses qui vont être résorbables aussi, hein. Donc, on n'est pas du tout dans les prothèses. Ouais. Moi, j'avais deux choses. La première, toute petite question. On voit véritablement que, enfin, bon, dans l'utilisation, euh, je pense là, je veux dire à l'orthopédie ou au maxillofacial, etc. Les guides de coupe et les implants sur mesure, là, je veux dire les plaques, etc. Est-ce qu'elles rentrent dans une réglementation particulière? Alors, à l'heure actuelle, depuis en particulier 2021, on fait appel à des entreprises spécialisées. C'est-à-dire que le guide de coupe, il est conçu, le chirurgien, il peut participer à la conception. D'ailleurs, il faut qu'il participe, c'est lui qui dit où est-ce qu'on va couper, comment on le conçoit. L'entreprise, elle a un cahier des charges, c'est une norme ISO et un marquage CE qui permet d'assurer la biocompatibilité de l'implant et de la plaque. Mais c'est une entreprise qui le fait. L'hôpital, les guides qu'on fait à l'hôpital depuis 2021, c'est plus compliqué. Je ne sais pas si c'était ça vraiment le Oui, sujet. ma question, c'est que Ouais, ça se fait. Ça ouais, se et ben fait ça se avec fait. des Alors, services qui ont intégré effectivement, bon, la paix, ça se fait, commence à se faire de manière, je veux dire, il y a un petit flou, il c'est y a un petit prévision, flou, mais hein. je veux dire qu'il y a des services qui font ça. Ah, c'est pour dire que, est-ce qu'il y a une différenciation pour le MDR entre une tolérance pour le MDR qui pourrait aller vers les séries des micro-prothèses, etc., avec une régulation tout à fait différente, hein, sur des courtes séries, etc. C'est la En fait, à question. ma Est-ce que connaissance, dans le MDR, l'hôpital peut se passer du marquage CE s'il est dans un cadre non industriel. Ça veut dire que c'est pas voilà, on le fait pas de manière industrielle, que c'est patient spécifique, donc on est sur du dispositif médical sur mesure. Donc dès qu'on est plus sur mesure, de toute façon, on ne pourra pas s'affranchir du marquage CE. Donc sur mesure, non industriel, qu'il n'y ait pas de solution industrielle pour ce patient, ce qui est compliqué pour les guides de coupe, puisqu'on a justement des industriels qui le proposent. Donc, il faut trouver des fois une navigation juridique pour trouver sa place, mais c'est pas évident. Et donc, même s'il y a un peu de flou, là, le cadre, il devient de plus en plus contraint hein, pour nos hôpitaux. Moi, je crois que tu réponds bien à cette première partie. Alors la deuxième, elle est beaucoup plus générale. Je veux dire, on est à un moment absolument incroyable. Je veux dire, une transformation technologique depuis la robotique, depuis les planifications, en passant par ça, sur aucun financement, aucune valorisation. Je veux dire, on est déconnecté véritablement de la transformation de notre métier et on fait en plus reposer, je veux dire, les frais de cette modernisation indispensable hein, pour la compétition internationale, pour rester dans le numérique, sur des établissements de santé qui sont en déficit chronique, avec pour la moyenne des établissements de l'investissement, même pour les CHU, de 3 à 4 de leur chiffre d'affaires.
la moyenne, enfin l'indicateur européen, c'est en dessous de 8%. Vous êtes dans voilà, dans un stade d'obsolescence pour un établissement de santé. Voilà, c'est une remarque sur laquelle on Mm. s'intéresse beaucoup à ça à l'Académie de chirurgie, hein. C'est un point absolument fondamental. Une dernière question. Moi, c'est On juste, dépasse de 10 minutes, on juste une petite dépassera de remarque. 12 maximum. Juste une toute petite remarque qui va durer Ouais. effectivement 2 minutes. Bravo pour ta présentation, c'était très intéressant. Moi, je trouvais juste qu'il manquait un petit truc, c'est qu'aujourd'hui, on a un réseau national des CHU d'impression 3D. On est 19 CHU et en fait, ce futur, c'est déjà le présent. On est déjà en train de le construire et il n'y a pas que Paris, on est tout un maillage dans la France. On a des réunions tous les mois et tous les 2 mois et tu peux participer avec grand plaisir. Et en fait, toutes ces questions, elles sont abordées et elles sont plus ou moins avancées en fonction des centres. Et les dispositifs médicaux, à Lyon, ils ont déjà eu la certification, ils peuvent faire des dispositifs de classe 1. Et là-dessus, ils peuvent déjà implanter et les dentistes, ils le font déjà quotidiennement. Hein, donc, en fait, cette question-là, il n'y a que nous qui nous la posons. Les dentistes, dans leur cabinet, ils font des guides, ils font des Mais trucs. un peu en dehors de... Oui, mais Ouais, je c'est une suis... réalité et donc c'est à nous de nous adapter. Et si on regarde nos voisins européens, on a déjà un train de retard, que ce soit en Espagne ou Mm. en Allemagne, on est déjà très loin derrière. Merci et bien à tout à l'heure. Bravo.